Mesdames et messieurs, les Douala ont-ils vendu le Cameroun? Telle est la question qui se murmure des lèvres au moment où nous rendons hommage autour du Cameroun à 3, signataire plénipotentiaire du traité du 12 juillet 1884, acte historique qui fit basculer durablement le Cameroun sous la domination coloniale occidentale. En effet, il y a 133 ans, presque jour pour jour, roi et chef du territoire nommé Cameroun abandonnèrent leur droit de souveraineté, de législation et d'administration à deux firmes allemandes qui, à leur tour, transférèrent les droits acquis à leur gouvernement qui s'en servit pour annexer au-delà de la côte les peuples de l'intérieur, cela ainsi les bases territoriales du Cameroun moderne. Déjà, dans une première lettre datée du 7 août 1879, le clan Akwa avait demandé à la reine Victoria de Tanganyika d'instaurer la législation anglaise chez eux. Le 8 mars 1881, le clan belge avait également saisi le consul britannique Ellet dans le même sens. Une troisième lettre commune signée de Ndongo et de Konomangando, adressée le 6 novembre 1881 à Gladstone, chef du gouvernement anglais, était plus précise. Je cite: nous désirons, dit-on, que notre pays soit gouverné par le gouvernement anglais. Nous sommes fatigués de gouverner ce pays nous-mêmes. Chaque district amène une guerre et souvent une grosse perte de vie. Aussi pensons-nous que le mieux est de vous remettre ce pays à vous les Anglais, qui sans doute apporteraient la paix, la civilisation et le christianisme dans le pays. Les sollicitations, mesdames et messieurs, qui n'enthousiasmaient pas les Anglais. Pas étonnant alors que les Allemands saisissent l'occasion pour conclure le traité du 30 janvier 1883 via la firme de Boeman, le premier accord commercial avec le chef accord. Par la suite, c'est donc en toute logique qu'intervint le traité du 12 juillet 1884 qui sera la domination coloniale allemande. À la lumière de ces faits, on pourrait déduire que c'est en pleine connaissance de cause que King Cameroun et les Douala de façon générale signèrent le traité du 12 juillet 1884 qui savait et mesurait les conséquences de ce que représente le transfert de souveraineté de législation et d'administration. D'autant plus que dans le système de droit écrit, notamment en Occident, la signature par un manuscrit est le procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Elle constitue une condition de validité d'un acte juridique en identifiant celui qui la pose, en manifestant son consentement d'obligation qui en découle. Or, mesdames et messieurs, en cette fin du 19e siècle, où la conception africaine des obligations est encore puissamment sous l'emprise de l'oralité, de la sacralité et de la bonne foi, les chefs d'État, dépositaires des traditions africaines, mesuraient-ils vraiment la portée juridique d'une signature, d'un engagement écrit qui ne revenait pas anthropologiquement de leur culture orale? Anthropologiquement parlant, prit-il réellement au sérieux leur engagement écrit, autant que les représentants des deux firmes allemandes qui étaient prédisposés à cet effet en raison de leur culture juridique occidentale fondamentalement scripturale? Aurait-il pu jurer sur la tombe locale de leurs ancêtres, prendre les mêmes engagements
si les dispositions du traité du 12 juillet 1884 leur avaient été présentées selon le code anthropologique et expliquées selon le lexique de la civilisation orale africaine. Vous comprenez, mesdames et messieurs, l'intérêt du sujet que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, dont le titre a été rappelé tout à l'heure. Sujet rarement exploré sous cet angle anthropologique, mais dont les conclusions pourraient rejoindre les analyses déjà faites au plan juridique et politique, selon lesquelles le traité du 12 juillet 1884 était un marché de dupes, revenant pour moi un jeu de ruse de part et d'autre, c'est-à-dire finalement la mauvaise foi des parties combattantes dès avant la signature de la Convention. Nous allons donc envisager d'abord, au plan juridique, les contradictions entre le préambule et les réserves du traité. Dès son préambule, mesdames et messieurs, le traité dispose, je ne sais pas si le texte s'est présenté, mais ce n'est pas grave, nous, rois et chefs indépendants, avons volontairement décidé que nous abandonnons totalement nos droits de souveraineté, de législation et d'administration de notre territoire. Monsieur Édouard Schmitt, agissant pour le compte de la firme Boeman, Édouard Lespas, agissant pour le compte de la firme Janssen Tomanet, tous deux amours. Fin de citation. Dans cet extrait, l'indépendance des rois et chefs doit être clairement précisée, tout comme leur volonté contractuelle. Ce qui sous-entend que le traité serait un acte de consentement libre. Autrement dit, les droits cédés aux deux firmes allemandes ne relèveraient pas d'un coup de force, mais d'une volonté délibérée souveraine. Souveraine, par l'usage des termes roi et chef, pour signifier l'autorité politique légitime, élément constitutif de l'État. Ceci impliquerait donc la reconnaissance d'États indigènes, Douala, ainsi que leur qualité contractuelle en droit international. Autre précision, la délimitation géographique du territoire cédé. Le traité indique clairement s'il s'agit du territoire nommé Cameroun, nommé le long du fleuve Cameroun, entre le fleuve Bimbia au nord et Kouakou au sud, et jusqu'aux 4-10 degrés de latitude nord. Ça veut dire donc que les autres tribus indigènes habitant hors de cette délimitation géographique ne seraient pas concernées par les dispositions de ce traité. Notons aussi l'utilisation expresse de la verbe totalement pour signifier l'aliénation complète, entière, des droits de souveraineté, de législation et d'administration du territoire au bénéfice des firmes allemandes. Dans l'ensemble, comme l'indique le regretté professeur Lingongo, le traité avait été préparé par les firmes allemandes. Les précisions, soutenait-il le professeur Lingongo, c'est qu'ils apportent sur la situation géographique du pays ainsi que l'insistance sur le caractère volontaire du traité trahissent leurs intentions politiques à long terme. En effet, les contradictions qui émanent de la confrontation du préambule aux réserves émises par le Douala légitiment cette pertinente hypothèse. La première réserve dispose que le territoire ne peut être cédé à une tierce personne. Autrement dit, le territoire est transféré exclusivement aux deux firmes allemandes. Il ne saurait être retransmis à quelque autre personne physique ou morale, c'est-à-dire même pas à l'État allemand, personne morale distingue juridiquement les deux firmes allemandes. De là, l'on est en droit de s'interroger sur la validité juridique de l'accord conclu le 13 juin, c'est-à-dire le lendemain, entre le docteur Gustave Nachtigal, représentant du gouvernement allemand, et les représentants des firmes Boeman et Janssen. Accord par lequel les acquisitions obtenues le
12 juillet 1884 par les deux filles se trouve, et je cite, dorénavant sous la protection de l'Empire allemand. Vous remarquez ici que protéger, n'est-ce pas, ne signifie pas céder, mais suivant le même accord, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne acceptait, je cite, d'étendre sa suzeraineté sur les territoires du Cameroun. Cette disposition, mesdames et messieurs, dévoile la cession indirecte des territoires acquis par les deux pays à l'État. Dans la deuxième réserve, il est mentionné que tous les traités d'amitié et de commerce qui ont été conclus avec d'autres gouvernements étrangers doivent rester pleinement valables. Il s'agit pour la plupart des traités signés avant le 12 juillet 1884 avec les Anglais. Cette deuxième réserve pose au moins deux problèmes. D'abord, en utilisant l'expression d'autres gouvernements, le traité laisse penser que les firmes allemandes sont ou représentent le gouvernement allemand, ou un gouvernement. Est-ce à dire que les droits considéraient que les deux firmes privées étaient mandatées par l'État allemand pour contracter avec eux? Ensuite, si les traités antérieurs au 12 juillet 1884 doivent rester pleinement valables, il y aurait forcément un empiètement avec les institutions de la nouvelle administration. La troisième réserve relativise considérablement l'espace territorial cédé pourtant totalement. À l'examen de cette réserve, les chefs doivent reconnaître finalement que les terres vacantes de leur territoire parce qu'il ne s'y trouve ni culture ni village. La quatrième réserve préserve les privilèges des chefs malgré le transfert de la souveraineté. Les péages doivent être payés annuellement comme par le passé au roi chef. Ces derniers garderaient dans le monopole du recouvrement, tout comme les douaniers resteraient des intermédiaires incontournables entre les commerçants européens et les populations indigènes l'intérieur. Enfin, la cinquième réserve se caractérise par son imprécision temporelle. Elle dispose que pendant les premiers temps de l'établissement d'une administration ici, nos coutumes locales et nos usages doivent être respectés. De cette disposition, le regretté professeur d'histoire Adalbert Ouna posait la question pertinente suivante. Si telle doit être la situation pendant les premiers temps, que deviendra-t-elle par la suite? Exactement donc le contraire. De plus, quand on retrouve l'expression premier temps, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans ou plus, de toute évidence, mesdames et messieurs, les imprécisions et autres contradictions observées dans le traité du 12 juillet 1884 forcent des interrogations, voire jettent le soupçon sur les intentions réelles, n'est-ce pas, des parties contratantes. Les chefs doivent envisageaient-ils vraiment aliéner leur souveraineté? Les Allemands, quant à eux, prirent-ils réellement au sérieux les réserves indigènes? Ces questions nous obligent à dépasser le terrain juridique pour apprécier sur le plan politique les motivations exactes des uns et des autres.